des myéloméningocèles. Il y aura plusieurs présentations parce que le principe même et la grosse difficulté de cette chirurgie, c'est que c'est une prise en charge multidisciplinaire. Il faut plusieurs chirurgiens et plusieurs formations initiales. Il faut avoir des anesthésistes compétents dans ce type de prise en charge très particulière. Il faut bien évidemment une équipe de pédiatrie au-delà du chirurgien pédiatre, donc tout le monde prendra un petit peu la parole. N'hésitez pas à poser des questions au milieu des topos, sauf à moi, parce que je ne supporte pas qu'on m'interrompe. Les autres, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure des topos. Il y aura, on vous a mis des films de chirurgie in utero, donc c'est moi qui vais commencer avec le point de vue qui est plus le point de vue du gynéco-obstétricien. Mais encore une fois, le gynéco-obstétricien seul, il ne peut pas faire grand-chose dans ces pathologies. Derrière, Delphine Herbin, qui est anesthésiste dans l'équipe, vous présentera les spécificités de la prise en charge anesthésique. Et Émilie Grèce parlera pour la néonate et bien évidemment Olivier Klein pour la neurochir. C'est un topo qui a été préparé par Estelle. Le tirage au sort du jour fait que c'est moi qui vais le présenter. Aujourd'hui, on fait un peu chacun notre tour. Donc, on va vous présenter cette chirurgie in utero avec l'expérience nancéenne, avec à la fois du pourquoi et du comment on le fait. Alors d'abord, pourquoi une chirurgie in utero dans l'absolu, hein, pas uniquement à Nancy? Pourquoi une chirurgie in utero? Je ne reviens pas sur toute la pathogénèse qui a été largement évoquée en début d'après-midi. Un des principes, c'est le two hit, hein, c'est la double attaque du système, à la fois défaut de formation du tube neural, mais également l'aggravation des lésions qui va se faire au cours de la grossesse, avec l'exposition aux éléments intra-utérins, notamment au liquide amniotique. Liquide amniotique, donc vous savez que c'est les urines du fœtus, et le liquide amniotique change de composition au fur et à mesure de la grossesse. Avec la maturation du fœtus et la maturation rénale, il va se concentrer et il va devenir plus agressif en fin de grossesse. Et en fait, assez tôt, il y a eu des essais de fermeture anténatale de tube neural, donc de modèles, hein, ce qui a été évoqué, qui est en cours de développement à Louvain, mais il y a d'autres modèles qui existent ailleurs, notamment aux États-Unis. Et ces modèles ont permis de démontrer une préservation des fonctions neurologiques et une réduction du carré. Alors, autre contexte, ce qui explique aussi pourquoi on arrive relativement tard sur la chirurgie fœtale en France par rapport aux États-Unis, où tout a commencé. Aux États-Unis, il y a un contexte qui est très différent du nôtre sur le plan légal, c'est que l'interruption médicale de grossesse est interdite après 22 semaines dans la plupart des États. Alors ça va se jouer entre 22 et 24 semaines, mais globalement on est sur ce terme-là. Donc vous voyez que dans le timing par rapport à ce qui se passe en France, où l'interruption médicale de grossesse est possible jusqu'en fin de grossesse, le moment de découverte du SPINA aux États-Unis fait que dans la plupart des cas, il se retrouve sur une séquence où on a dépassé l'âge gestationnel jusqu'auquel on peut faire une IMG. Donc beaucoup plus tôt que nous, ils se sont retrouvés dans la problématique de qu'est-ce qu'on peut proposer à ces femmes. On a une malformation, et à ces femmes et à ces enfants, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer? Et donc ça représente à peu près 1500 nouveau-nés par an avec SPINA aux États-Unis. Un des centres pionniers dans la chirurgie in utero, c'est le Vanderbilt à Nashville. Je vous en reparlerai un petit peu après, parce que comme l'a dit Olivier Klein, c'est avec eux qu'on a travaillé et c'est eux qui nous ont accompagnés sur ce projet. Un petit historique, en 1994, première chirurgie fœtale humaine par endoscopie, dans l'indication du SPINA, hein, il y avait eu d'autres chirurgies fœtales un petit peu plus tôt, mais pas dans cette indication-là. 4 cas, ça a été abandonné pour des questions de sécurité. Olivier pourra peut-être toucher un mot des limites de l'endoscopie, parce que c'est une des problématiques aujourd'hui. Il y a d'autres équipes qui travaillent sur l'endoscopie, mais vous le verrez sur les films, je pense que c'est assez évident que sur nos techniques actuelles d'endoscopie, on ne peut pas reproduire le geste neurochirurgical aujourd'hui. 97, chirurgie fœtale par hystérotomie, donc au Vanderbilt Hospital à Nashville, et également à Philadelphie. En 2003, on était à 200 fœtus opérés, avec ce qui ressortait des résultats observationnels, une amélioration significative de l'engagement cérébelleux, mais avec, et là c'est le gros souci de ces interventions, une morbidité maternelle et fœtale potentiellement très importante. Sur le plan du fœtus, c'est la prématurité, le risque de mort fœtale in utero, de décès néonatal lié à ces complications de prématurité. Et sur le plan maternel, là, ce qu'on a remis sur la diapo, c'est la déhiscence utérine, mais pas que. C'est une anesthésie générale en cours de grossesse, avec les risques que ça peut représenter, que Delphine va aborder. C'est une hystérotomie, pas dans le but de faire une césarienne. L'utérus de la femme enceinte est extrêmement contractile. Il faut gérer ces aspects-là. Il y a des risques d'embolie amniotique et il y a des risques d'hémorragie qui sont importants.
Alors ça se gère, mais c'est ça toute la complexité, c'est d'arriver à coordonner les équipes pour le gérer. Et en 2011, on a eu la publication du résultat d'un essai prospectif randomisé. Alors vous allez voir la méthodologie, on est loin d'arriver à faire ce genre de choses en France, hein. C'est un essai nord-américain qui est le MOMS, dont je vais vous détailler les résultats. Alors, avant de passer les films, pour que vous situiez à peu près de quoi on parle, le principe de la chirurgie fœtale à utérus ouvert, d'abord que ça nécessite une laparotomie. Alors ici, c'est une laparotomie qui est présentée transversale par Pfannenstiel, mais on n'a pas une voie d'abord idéale par cet accès-là. Dans la plupart des cas, en tout cas nous, dans notre expérience, on pratique une incision médiane, ombilicale. Et ensuite, c'est une ouverture de l'utérus, si possible, le plus en regard de la lésion qu'on va opérer, parce que le but de tout ça, en fait, c'est de présenter la lésion au neurochirurgien pédiatre. Vous allez voir sur le film, la difficulté, ça va être de limiter les saignements, de limiter les contractions, de limiter la perte de liquide amniotique au moment de cette chirurgie. Et ensuite, la réparation, la myénoméningocèle, qui se fait sous microscope par le neurochirurgien, le fœtus étant maintenu par l'équipe d'obstétrique dans sa position de présentation de la lésion. Et ça, Olivier, je pense que tu commenteras le film, tu viendras peut-être ici pour commenter le film en même temps. Tu le feras beaucoup mieux que moi sur la partie neurochirurgie. Alors le MOMS, c'est le papier qui a fait libérer en fait en Europe notamment les interventions in utero. Encore une fois, jusqu'au MOMS, les Européens étaient extrêmement frileux, ils le restent. Mais ils étaient encore plus frileux que maintenant sur le fait de faire de la chirurgie in utero parce que on n'avait pas l'étude où on avait tiré au sort d'un côté, on veut opérer in utero, de l'autre côté, on fait comme d'habitude, on laisse aller à terme la grossesse et on opère en postnatal, qui permettait de comparer les issues en incluant le problème lié à la prématurité et aux complications de la chirurgie in utero. Donc on était en permanence sur des arguments, d'accord, quand ça se passe bien la chirurgie in utero, pourquoi pas, mais il y a beaucoup trop de complications. Donc ça ne se justifie pas de le faire. En fait, le MOMS a libéré ça. Et c'est aussi de là que tout est parti. C'est au moment de la publication du MOMS qu'on a commencé avec Olivier Klein à discuter de ces approches à Nancy. Alors c'est un essai multicentrique, randomisé, 3 centres, San Francisco, Philadelphie, Nashville. Ils ont réussi à mettre un moratoire sur les autres centres pendant toute la durée de l'étude. C'est-à-dire qu'ils ont pu concentrer les cas américains dans ces centres-là, avec 2 groupes. Un groupe chirurgie prénatale, avant 26 semaines, versus préparation postnatale classique, après tirage au sort. L'objectif principal, le critère principal d'évaluation, c'est un critère composite avec à l'intérieur décès anténataux, néonataux, nécessité de poser une dérivation ventriculo-péritonéale avant l'âge de 12 mois. Objectif secondaire, évaluation à 30 mois du développement moteur et cérébral. Et alors, il y avait des évaluations intermédiaires de cette étude qui avaient été pensées au départ essentiellement pour s'assurer qu'on ne partait pas dans le mur avec énormément de complications maternelles ou périnatales. Et finalement, c'est un peu l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que l'étude a été arrêtée avant la fin des inclusions parce que la différence était vraiment beaucoup plus significative en faveur de l'intervention in utero par rapport à l'intervention en postnatal. Donc, ils ont arrêté les inclusions à 183 alors que le nombre prévu au départ était de 200. Alors sur les issues à 12 mois, vous voyez que sur l'ensemble des issues qui ont été évaluées, que ce soit l'issue principale composite, chaque point de l'issue composite ou le classement d'un shunt ou les complications cérébelleuses, toutes ces issues étaient très significativement en faveur de l'intervention in utero. C'est bon. Autre issue donc à 30 mois, notamment sur la marche indépendante à 30 mois, extrêmement en faveur également de la chirurgie in utero. Sur les complications, on retrouve les complications qui étaient attendues, l'oligoamnios, qui arrive beaucoup plus souvent évidemment en cas de chirurgie in utero, le décollement placentaire, la rupture des membranes, l'entrée en travail prématurée, la transfusion maternelle. Donc, toutes ces complications sont plus fréquentes en cas de chirurgie in utero. Les Américains ont également regardé l'épaisseur de la cicatrice d'hystérotomie et vous voyez que dans pas mal de cas, dans 8 cas sur 78 chirurgie in utero, on avait une déhiscence ou une pré-rupture de la cicatrice. Donc, on confirme
à la fois le grand intérêt pour le fœtus, et on confirme également les risques maternels ou des risques sur le déroulement de la grossesse à réaliser ces chirurgies. Sur l'âge gestationnel, et ça a été une très bonne surprise, c'est que malgré ces complications, donc malgré les déhiscences, malgré les ruptures des membranes, les oligoamnioses, l'entrée en travail prématurée, toutes les complications qui étaient attendues, qui sont confirmées par cette étude, donc malgré tout, on est sur un âge gestationnel à la naissance qui est de 34 semaines dans le bras chirurgie in utero versus 37. Et ça, c'était plutôt une bonne surprise parce qu'on aurait pu attendre une prématurité beaucoup plus marquée en cas de chirurgie in utero. Alors sur les résultats après le MOMS, notamment l'équipe du Vanderbilt a continué de suivre ces interventions entre 2011 et 2014. Il y a eu des ajustements de la technique, notamment sur la technique d'hystérotomie, vous le verrez sur le film, et sur la prise en charge médicale per- et post-opératoire, donc tout cet environnement qui permet de limiter les contractions utérines, limiter les risques maternels. Les résultats sur ces 100 fœtus opérés à 23,4 semaines en moyenne, donc on vous a remis le nombre de fœtus qui ont été adressés également, parce que vous verrez à la fin, on n'est pas du tout sur le même ratio quand on est sur cette expérience-là en France, sont similaires au MOMS, mais avec une diminution des œdèmes équipulmonaires et des transfusions, moins de rupture des membranes, un petit peu plus de décès périnataux dans cette expérience entre 2011 et 2014. Alors, sur le contexte français, c'est important de se poser cette question parce qu'on ne va pas avoir des équipes de chirurgie in utero dans tous les CHU français demain. Quelle est l'offre dans notre contexte français? Donc, l'offre en France, c'est 2 centres, Nancy et Paris. Et il y a une offre dans les pays avoisinants, à Louvain, ça a déjà été évoqué, c'est une des équipes pionnières en Europe, à Zurich et également à Barcelone. Donc ça, c'est l'offre qui nous entoure la moins éloignée. Alors, qu'est-ce qui justifie ce projet nancéen avec un I en plus sur ATI? D'abord, des situations régulières constatées à Nancy de longue date. Ça faisait partie des discussions de départ avec Olivier Klein, de désir de poursuite de grossesse. C'est-à-dire qu'on est dans un centre de diagnostic prénatal où très régulièrement on a des couples pour lesquels on a un diagnostic et qui nous demandent spontanément de poursuivre la grossesse, même avant le développement de cette offre de chirurgie in utero. Publication du MOMS, je vous l'ai dit, qui a été le point de départ de nos discussions, avec une méthodologie qui est extrêmement solide, sur laquelle on ne voit pas bien qu'est-ce qui peut être critiqué sur la méthodologie de cet article. On a eu un consensus rapide quant à l'intérêt de pouvoir le proposer en cas de poursuite de la grossesse. Alors, consensus rapide neurochirurgien, obstétricien, et puis après, le consensus s'est fait petit à petit avec les autres équipes avec lesquelles on est amené à travailler. Une connaissance qui est arrivée après ces premières discussions du projet parisien, donc qui a forcément amené à des questionnements ici sur la poursuite de notre projet. Et en fait, assez rapidement, on est tombé d'accord sur l'intérêt de poursuivre cette offre à Nancy. Alors d'abord, notre projet était assez avancé en termes d'échange avec l'équipe de Nashville, mais l'autre constat, c'est, on va dire, sur des critères sociaux et d'accessibilité aux soins des patientes qui nous le demandent. Le constat, c'est qu'une majorité des patientes qui souhaitent poursuivre leur grossesse ne font pas forcément partie des patientes qui vont le plus facilement aller prendre le TGV et aller dans des consultations sur différents endroits à Paris, dans des CHU parisiens, avec tout le suivi derrière post-opératoire que ça sous-entend également. Dernier point, c'est que quand on considère le Grand Est de la France, le CHU de Nancy était un des seuls centres, je crois que je sais plus si c'est encore le cas, Olivier, avec un neurochirurgien pédiatre expérimenté. Pour l'oncologie, Nancy et Strasbourg. Pour la chirurgie crânio-faciale, avec la publication des CCMR, on sera le seul dans tout l'Est. Ouais. Donc il y a un point majeur également sur si on se place du point de vue géographique et d'accessibilité aux soins pour les patients. Alors comment ça s'est passé ce montage de projet? Alors, il y a eu des étapes avec des périodes un petit peu plus rapides. En général, c'est à chaque fois qu'on avait une patiente potentiellement candidate, ça réaccélérer toutes les discussions des sujets qui étaient laissés en stand-by entre deux, parce qu'on avait tous beaucoup d'activités par ailleurs. Donc le point de départ, c'est vraiment le MOMS en 2011, qui a été assez rapidement discuté dans le cadre du CPDP. Dès 2012, on a une prise de contact avec l'équipe du Vanderbilt, transmission des protocoles. On a commencé à travailler sur leurs protocoles. Et assez rapidement, on a eu une feu vert de la direction de l'hôpital pour travailler au projet. En 2013, donc, il y a eu des déplacements à Nashville.
une autorisation administrative de l'ARS et un feu vert de l'assurance du CHU. En 2014, parce qu'on est sur des activités qui ne sont pas à la nomenclature, donc il a fallu vérifier au niveau de l'assurance du CHU que le CHU était couvert pour ces activités, ça a été confirmé. 2014, nouveau déplacement à Nashville, parce qu'une des difficultés de ces déplacements, c'est qu'on a tous des activités cliniques soutenues, donc c'est un peu compliqué d'aller passer 1 mois, 2 mois, 3 mois à Nashville pour être là quand il y a une chirurgie utéro. Donc en 2014, ça a été un déplacement organisé un peu en dernière minute sur une chirurgie utéro qui était prévue à Nashville, donc qui a permis d'assister à la chirurgie utéro en direct. Rapidement derrière, entraînement sur modèle chirurgical de brebis. Je vais vous montrer un film pour que vous voyez comment ça s'est passé. Simulation multidisciplinaire au bloc. Alors ça peut paraître un petit peu trivial, mais en fait ça a été majeur parce que c'est des interventions qui sont réalisées dans le bloc de neurochirurgie, parce que le matériel le plus complexe avec nécessité du microscope, c'est là-bas qu'il est. Il est très difficilement transportable et c'est un bloc qui n'a pas complètement l'habitude de voir arriver des femmes enceintes. Premier problème. Deuxième problème, c'est que c'est un bloc qui ne perd pas habituellement la même région du corps. Donc ça, c'est pareil, ça peut paraître trivial, mais en fait, les femmes dans le bloc rentrent à l'envers par rapport à ce dont nous, on a l'habitude et l'accès dont on a besoin. Donc elles rentrent avec les pieds d'abord, alors que nous, on a besoin qu'elles rentrent avec la tête d'abord dans le bloc opératoire pour pouvoir se placer et faire une échographie et suivre le fœtus pendant l'intervention. Donc ça nécessite... On a passé plusieurs heures dans le bloc opératoire avec les e-buds à réfléchir à comment est-ce qu'on allait s'installer. Ça nécessite d'installer la table de neurochirurgie à l'envers. Il y avait une e-bud de neurochir qui était enceinte, qui a bien voulu se prêter au jeu et qui s'est installée pour voir si ça tenait. Et ça a été hyper important parce que le jour de la première intervention, du coup, chacun savait exactement comment se placer, comment installer la patiente, comment placer les instruments. Ensuite, il y a eu une première diffusion en région Lorraine en 2014, au moment de notre congrès annuel. Et dès début 2015, on avait les premières candidates, des dossiers à évaluer, des patientes à évaluer. En février 2016, donc une première intervention. Et donc une des particularités par rapport au projet parisien, c'est que le projet nancéen, il est mené dans le cadre de soins courants. Donc ça, pour nous, c'est très important. C'est-à-dire que on n'est pas dans une possibilité, vous le verrez, de recrutement en France. Quand on a vu les chiffres du MOMS pour pouvoir évaluer une évolution de la technique, on n'est pas dans ces chiffres en France, on n'en aura pas la possibilité, donc il faut qu'on reste en soins courants, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas des soins qui vont être évalués très régulièrement, mais ça n'a pas de visée de recherche. Alors, le Vanderbilt, je vous l'ai dit, c'est là que les membres de l'équipe qui ont pu faire le déplacement sont allés se former. Ça a été beaucoup d'échanges autour de leur protocole, parce qu'on est avec une équipe qui a un gros recul. Tous les points de détail ont été déjà revus à de multiples reprises. Même les lettres d'information pour les patientes sont directement traduites, inspirées des documents de Nashville. Ça s'est lancé automatiquement, c'est parfait. Alors, ça c'est un utérus de brebis. Là, sur l'utérus de brebis, le gros avantage, c'est beaucoup plus simple à organiser que chez la femme. On n'a pas vraiment besoin des anesthésistes chez la brebis. C'est un animal assez rustique. Même un obstétricien peut réussir à endormir une brebis et la réveiller avec quelques connaissances. Endormir quelque chose, c'est jamais très compliqué. C'est le réveil qui est un petit peu plus dur. Et le gros avantage c'est comme ça que je perçois votre métier. Le gros avantage de l'utérus de brebis, c'est qu'on n'a pas besoin non plus d'utiliser de tocolytique, parce que c'est un utérus qui ne contracte quasiment pas naturellement. Là, ce qu'on est en train de faire, ouvrir l'utérus et s'entraîner, on peut le faire pendant plusieurs heures sans problème, il n'y aura pas de contraction. Alors, vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile chez la femme que ce qu'on a fait là chez la brebis. L'utérus de brebis est assez fin. Il est assez peu vascularisé, c'est pas du tout le même type de placenta, donc le débit sanguin dans l'utérus de brebis est beaucoup moins important. Et donc là, c'était un entraînement à l'ouverture de l'utérus, avec un point vous voyez la finesse de l'utérus qui est pas du tout la même que chez la femme. Un point qui est majeur, c'est que quand on ouvre l'utérus, les membranes ont tendance à se décoller et on peut perdre les membranes et qu'elles se décollent complètement. C'est une complication majeure de l'intervention. Et une des difficultés, c'est de réussir à ouvrir l'utérus, à rentrer dans l'utérus sans perdre ses membranes, tout de suite les arrimer aux berges par quelques points, et ensuite l'ouvrir avec une pince à autosuture comme on l'a fait là. Alors technique qu'on n'a pas conservée, parce que la pince à autosuture, c'est une technique qui a été développée par l'équipe de Nashville, et en fait
le marché, pour le dire tel quel. Le marché n'était pas très très rentable pour le fabricant sur le nombre de cas de chirurgie utéraux, donc le fabricant a arrêté de la commercialiser. Donc on est revenu sur une technique à l'ancienne en fait de suture sur pince, mais le principe est le même. Alors ça c'était pour l'ouverture. Alors comme les anesthésistes ont leur défi de réveiller les patientes, nous on a le défi d'arriver à les refermer avant le réveil, une fois qu'on a ouvert quelque chose. Donc dans la fermeture, c'est une fermeture qui est somme toute pas extrêmement compliquée. On rapproche les berges, toujours en faisant attention aux membranes. Mais une des difficultés, c'est la perte de liquide amniotique pendant l'intervention. Donc en fin d'intervention, on place, là c'est une sonde urinaire qu'on utilise tout simplement, et on va passer du sérum Phi chauffé à 37 degrés avec un petit peu d'antibiotique. Et donc on prépare la fin de la suture et on retire en refermant directement. Alors là, c'était sur le training sur les brebis. Alors après, comment ça se passe pour les patients cette fois-ci, quand il y a une patiente qui est adressée pour prise en charge au CPDP de Nancy? Première étape, ça suit à peu près l'ordre des topos d'aujourd'hui, c'est confirmation du type, du niveau lésionnel, recherche d'anomalies associées systématique, proposition systématique d'une consultation neurochirurgicale. Elle voit Olivier Klein systématiquement pour discuter du pronostic. Si le couple, à cette étape, sollicite une interruption médicale de grossesse, la recevabilité est étudiée par le CPDP, mais il y a une recevabilité qui a été toujours systématique aujourd'hui en cas de demande TMG pour spina bifida. En cas de désir de poursuite de la grossesse, là, on avance sur l'éligibilité à la chirurgie utéro. Il y a des critères qui sont stricts, obstétricaux, neurochirurgicaux, ce qui implique d'avoir une connaissance précise du type et du niveau lésionnel, anesthésique, également psychiatrique. Il y a une évaluation psychiatrique de ces patientes. Si un critère n'est pas respecté, on n'inclut pas la patiente dans une prise en charge chirurgicale. Au niveau de l'information, la patiente, je dis la patiente, mais c'est le couple systématiquement, rencontre l'obstétricien, le neurochirurgien, les pédiatres néonatologistes, le psychiatre, l'anesthésiste. Alors, il y a souvent une première étape de consultation séparée, l'un après l'autre, et ensuite on a, pour toutes les patientes pour lesquelles, après ce stade-là, on n'avait pas de contre-indication, elles étaient demandeuses de chirurgie, on avait systématiquement une discussion avec le couple, avec un maximum de médecins présents pour représenter les différentes spécialités et répondre aux questions du couple. Ensuite, la chirurgie, puis la surveillance fœtale jusqu'à l'accouchement, c'est-à-dire la surveillance maternelle et fœtale. La naissance, elle se fait par césarienne, programmée au plus tard à 37 semaines d'aménorrhée. Ça peut être fait un petit peu plus tôt en cas de rupture des membranes ou d'événements intercurrents. Pourquoi une césarienne? Parce que là, on a une fragilité utérine qui ne permet pas d'envisager une autre voie de naissance. Et en postnatal, évaluation de l'enfant, examen neuro, hydrocéphalie, cognition. Donc les critères d'éligibilité sont ceux des équipes américaines. Encore une fois, on s'est placé en soins courants. On ne cherche pas à évaluer de nouvelles approches, on est en soins courants. Âge gestationnel, 19 à 25 semaines d'aménorrhée et 6 jours. Myéloméningocèle. Niveau supérieur T1 à S1. Malformation de carie 2. Cariotype ACM normal. Absence d'anomalies associées. Âge matériel supérieur à 18 ans. Et une grossesse 5 de temps. Les critères de non-éligibilité, c'est une contre-indication soit posée par le psychiatre, soit posée par l'anesthésiste réanimateur. Désir de plusieurs grossesses ultérieures, ce qui n'est pas un critère très simple à évaluer dans ces contextes-là. Les couples ont quand même du mal de se projeter sur l'avenir. Anomalie fœtale sans lien avec le spina. Syphose sévère. D'emblée une menace d'accouchement prématuré avec un col court ou un antécédent d'accouchement très prématuré, une précédente grossesse. Un décollement placentaire ou un placenta prévia. Alors placenta prévia, simplement, c'est sur la voie d'abord, c'est qu'il faut qu'on arrive à accéder à l'utérus. Si on a le placenta, on ne peut pas passer. Un indice de masse corporelle supérieur à 35. Une autre contre-indication à la chirurgie, notamment utérus fibromateux. La question a pu se poser, mais le fibrome s'était déplacé entre l'IRM et l'échographie. C'est trivial en fait. La localisation du fibrome sur une des patientes qu'on a opérées
au départ semblait être une contre-indication, parce qu'il avait l'air d'être antérieur, et en fait il est apparu que c'était simplement la position de la patiente dans l'IRM qui avait fait se tourner un peu l'utérus, et en fait il ne nous a pas posé de problème, on ne l'a pas vu particulièrement de fibro. Un diabète prégestationnel, une alloimmunisation ou une patiente porteuse du VIH. Alors, la chirurgie, donc là c'est chez une femme enceinte, hein, cette fois-ci. Donc au niveau de l'installation, c'est une incision médiane. L'écarteur que vous voyez ici, hein, c'est un écarteur nouvelle génération en latex, qui est un écarteur d'Alexis. En fait, c'est deux anneaux qu'on va rouler l'un contre l'autre, avec un équivalent de cellofray entre deux qui va permettre de plaquer la paroi et de la maintenir ouverte. Alors c'est beaucoup plus pratique que les anciens écarteurs, parce qu'on n'a pas de branches qui traînent. Et ensuite, la première phase, qui est la plus longue, c'est de réussir à ouvrir le premier centimètre. Alors, je pense que c'est extrêmement long pour tout le monde. Hein. C'est long pour le neurochirurgien qui nous regarde, pour l'anesthésiste qui regarde saigner gentiment l'utérus alors qu'on est en train de progresser millimètre par millimètre. C'est encore plus long que ce qu'on fait d'habitude, et ça saigne encore plus que ce qu'on fait d'habitude. Bon, tout le monde est resté patient. Vous voyez qu'on saisit les berges petit à petit. Hein. On n'a pas mis les moments où on avait les saignements les plus actifs sur le film, mais je vous promets que ça saigne pas mal. Et c'est difficile parce qu'on est en train de creuser et du coup le sang gêne vraiment la visibilité. Donc là vous voyez qu'on a fini d'ouvrir le muscle utérin. Vous voyez qu'il est beaucoup plus épais hein, que ce que je vous ai montré chez la brebis tout à l'heure. Hein. On est sur une épaisseur d'1 centimètre à peu près à ce terme-là. Et là, avant de les ouvrir, on saisit les membranes. Je le remets ici. Ici, hein, les points qu'on est en train de passer, on est en train de saisir les membranes avant de les ouvrir pour éviter qu'à l'ouverture, elles partent et qu'on ait un décollement de membrane majeur. Alors là, c'est la patiente qui a été opérée en utilisant ces pinces à autosuture qu'on a pu utiliser par la suite. Donc c'est une ouverture avec suture automatique et maintien des membranes contre l'utérus. Il y a un repérage échographique, hein, évidemment, pour s'assurer qu'on n'a pas le cordon ombilical ou un autre élément qui soit interposé. Et qu'il y a un suivi quasi permanent en échographie du fœtus. Je vais avancer un petit peu. Voilà, donc là vous voyez le fœtus qui est exposé maintenant, avec la lésion. Donc la difficulté c'est de maintenir le fœtus malgré tout dans l'utérus, parce que l'utérus spontanément a tendance à se contracter et à expulser le fœtus à l'extérieur. Hein. Et il faut également humidifier en permanence le fœtus, que sa peau n'est pas du tout adaptée à la sécheresse de l'environnement du bloc opératoire. Donc la peau a tendance à se dessécher très rapidement. Là, vous voyez, hein, là c'est une période où on a un utérus qui est un tout petit peu plus contractile. Et vous voyez que là, le fœtus est vraiment poussé vers l'extérieur. Alors, on a les fesses qui commencent à ressortir. Donc il faut en permanence être vigilant à le maintenir. Et c'est là que c'est primordial au niveau de l'environnement anesthésique et de la façon dont la patiente est endormie et de la discussion permanente sur le fait de pouvoir injecter les bons tocolytiques. Et donc là, le geste neurochirurgical est fait. Et on suture l'hystérotomie, vous voyez que ce remplissage final. Oui, donc juste pour vous préciser, donc la myéloméningocèle est ici, hein, donc les deux hémimoelles. Donc le geste neurochirurgical, alors là, on a eu quand même quelques difficultés de positionnement du fœtus, mais dans la patiente qu'on a opérée plus récemment, l'hystérotomie est plus réduite. Dans un premier temps, donc, on sectionne sous microscope opératoire la limite entre la peau saine et puis l'arachnoïde. Et ensuite, à partir de là, on va libérer la moelle spinale. C'est pour ça que je reste quand même très très dubitatif sur les techniques de patch. Un patch qu'on pose, simplement posé comme une colle ou suturé éventuellement, ne va pas permettre une bonne libération des nerfs ni de la moelle spinale. Alors, ceux qui sont contre ce que je dis là me disent mais on les réopérera quelques semaines ou quelques mois après la naissance pour décrocher la moelle épinière. Ça me semble quand même assez difficile. Alors évidemment on n'est pas contre, ça fait partie des innovations
sur lesquels il faut rester attentif, mais d'un point de vue conceptuel, je pense que la chirurgie véritablement in utero, en décrochant à la fois la moelle, en allant voir tous les petits nerfs, en les isolant chacun, permet quand même de bien mieux décrocher. Alors fermeture, dans ce cas particulier, on fait une fermeture en 2 plans. Sur la dernière patiente, il y a 1 mois, un peu plus, là on a pu faire une fermeture en 3 plans. Et je pense que sur les cas futurs, on restera sur une fermeture en 3 plans. Donc un petit peu moins, bien entendu, que quand on opère à la naissance, mais 3 plans permet une très bonne étanchéité et puis permet de bien refermer la dure mère aussi. Alors effectivement, il faut aller assez vite, 35 minutes pour fermer ce premier spina bifida sous microscope opératoire. À la naissance, on met entre 45 minutes et 1 heure, ça dépend. Le deuxième a été un petit peu plus long, mais le deuxième a été un spina bifida extrêmement étendu, sur lequel, au niveau de l'hystérotomie, on ne voyait pas les berges latérales, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Donc c'était vraiment une malformation très étendue. On a mis, je crois, 45 minutes, mais il est important de savoir qu'il faut quand même aller vite. Il faut quand même vraiment bien savoir opérer ce type de malformation, parce qu'effectivement, le risque, comme vous l'a dit le professeur Morel, c'est que l'utérus se contracte et que le travail se mette en route. C'est pourquoi j'insiste vraiment sur la collaboration avec les anesthésistes qui a été excellente. Delphine Herbin en reparlera, mais comme elle est assez modeste, elle ne fera pas cet hommage elle-même. Je pense que c'est une collaboration qui est majeure, vraiment qu'on n'imagine pas, qui est extrêmement importante dans ce type de chirurgie. Je te laisse continuer. Juste pour retoucher un mot, parce que je l'ai dit rapidement au départ, une grande part de la morbidité, donc des risques pour les mamans, et également de la morbidité périnatale en termes de prématurité, vient du fait de cette ouverture assez large de l'utérus qu'on est obligé de réaliser pour pouvoir aborder la lésion. Et là, il y a une question vraiment philosophique majeure sur les différentes techniques. Le seul moyen qu'on imagine pour diminuer cette morbidité, c'est d'essayer d'être un petit peu plus mini-invasif, donc d'utiliser des techniques d'endoscopie. Et ces techniques d'endoscopie ne peuvent pas permettre d'avoir le même degré de précision ou la même approche chirurgicale que ce qui est réalisé à utérus ouvert. Donc après, je ne sais pas quel est l'avenir de ces techniques d'endoscopie, elles ne sont absolument pas au point, c'est des équipes qui travaillent dessus, mais elles ne sont pas au point. Si elles finissent par être au point chez la femme enceinte, de toute façon, il faudra repasser par une évaluation comparative des 2 approches, parce que les 2 approches sur le plan neurochirurgical ne pourront pas être les mêmes. Et aujourd'hui, sur ce que je vous ai montré, sans masquer les complications possibles chez les mères, vous avez vu que l'âge gestationnel de naissance n'est quand même pas extrêmement précoce en cas de chirurgie in utero, en grande partie grâce à l'environnement pharmacologique, l'environnement anesthésique au moment de l'intervention. Donc je ne suis pas certain qu'on aille finalement vers une technique endoscopique avantageuse par rapport à la chirurgie ouverte telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Alors quel avenir pour la chirurgie in utero à Nancy? Le bilan, depuis le début du projet, qu'on peut fixer à 2015-2016, on a eu 25 dossiers qui ont été discutés au CPDP, dont 17 myloménagocèles. 6 n'ont pas bénéficié du parcours patient complet. 2 étaient hors délai lors de la présentation au CPDP. Alors ça, c'est une vraie question sur l'organisation des soins en France. Hors délai, on était soit au-delà de 26 semaines dès la présentation, soit des patientes qui arrivaient à 24 semaines et demie, 25 semaines. Je vous ai montré tout le parcours de bilan en anténatal, autant bilan d'imagerie que des bilans médicaux humains d'échange avec le couple. C'est impossible de caser l'ensemble de ces bilans dans le délai. Le bilan génétique non plus. On peut pas avoir les résultats. Il y a vraiment une question qui doit être posée en France, alors qu'on essaye de poser régulièrement, mais on n'arrive pas à avancer sur ce sujet, comme d'autres que vous évoquiez. C'est à quel moment on fait le dépistage échographique pour les grossesses en France. On est sur une tradition, c'est purement une tradition. Il n'y a aucun niveau de preuve de l'intérêt démontré de le faire à 22 semaines plutôt que plus tôt dans la grossesse, surtout avec le progrès des appareils.
Sur les SPINA, mais comme sur d'autres pathologies, il y aurait certainement un intérêt à ce qu'on se réorganise et qu'on fasse le dépistage anténatal plutôt entre 18 et 20 semaines d'aménorrhée. Après, c'est des sujets qui sont très très compliqués, on n'arrive pas à avancer là-dessus. Mais clairement, ça va être un des freins sur la chirurgie du SPINA en France. Alors, c'est pas le frein majeur dans notre expérience, parce que c'est pas la majorité des patientes qui étaient hors délai, mais ce délai entre l'échographie et les patientes qui arrivent dans le centre pour avis, c'est un point qui est très important. Il y avait une grossesse gémellaire, 2 refus de la part du couple avec demande d'IMG d'emblée, une forme trop basse, au total, donc 5 IMG et une chirurgie postnatale sur ces 6 patientes qui n'ont pas eu le parcours complet. 11 patientes avec parcours complet, il y avait 7 candidates potentielles, 4 non éligibles, 2 pour placenta antérieure étalée. Donc encore une fois, je ne reviens pas là-dessus, on ne peut pas aborder le fœtus si le placenta est antérieur totalement. Une patiente à nouveau hors délai et un niveau trop bas. Donc au total, 8 interruptions médicales de grossesse, 2 chirurgies utéro réalisées, une chirurgie postnatale. Alors on peut se poser la question, c'est complètement ouvert au débat, hein, quelle cible de nombre de cas par an? Dans le MUMS, on a 183 cas répartis sur 7-8 ans, 3 centres. On est à peine 7 cas potentiels par an et par centre, un petit peu plus. Philadelphie post-MUMS, ils sont montés à 25 cas par an et Vanderbilt post-MUMS à 37 cas par an. Alors, je pense que j'ai mis combien de temps pour y parvenir? Je pense qu'on ne parviendra pas à ces chiffres de recrutement en France, clairement. À la fois pour ce que j'ai évoqué, les difficultés liées au timing après le diagnostic, problème de réactivité post-écho T2, évolution de la demande dans le contexte français également, hein. On n'est pas dans le même contexte qu'aux États-Unis. Encore une fois, aux États-Unis, interruption médicale de grossesse non réalisable au-delà de 22 semaines. En France, sur les patientes que je vous ai évoquées, là, qui sont venues dans le centre, on est à 6,6% d'intervention, alors que dans les expériences américaines, on est plutôt aux alentours de 18%, donc 3 fois plus. Avenir de l'endoscopie, on en a parlé. Alors, l'idée de notre côté, c'est de poursuivre l'expérience. Hein. Le centre a été formé, a réalisé 2 interventions. On n'a pas de raison objective d'arrêter l'expérience aujourd'hui, au contraire, et de faire une évaluation, on va se donner 2 ans, pour faire un état de recrutement Grand Est pour Bourgogne-Franche-Comté. Idéalement, ça pourrait être aussi le Luxembourg, également nos résultats chez les patientes avec fœtus opérés. Voilà, merci. Je vais passer la parole à Delphine.